En 1980, un cyclone à la trajectoire capricieuse plongeait l'île dans la désolation. Crues, glissements de terrain, inondations s'exprimaient alors avec une violence dévastatrice. 25 morts et des dégâts estimés à 10 milliards de nos francs. Tandis que Hyacinthe s'éloigne cette fois-ci pour de bon, les Réunionnais, puis grâce à la télévision le monde entier, vont découvrir le lundi 28 janvier 1980 l'ampleur de la catastrophe. Aujourd'hui, cet événement s'enfonce dans le souvenir, peut-être même dans l'oubli. Et c'est inquiétant, car il ne faudrait pas s'installer dans la fausse idée que si les dégâts ont été aussi importants, c'est parce que les installations de l'époque étaient plus fragiles. L'apparence rassurante de nos équipements collectifs, le côté bien huilé de nos réseaux ne doivent pas nous faire oublier où nous vivons. Et c'est justement en dehors des périodes de crise que le travail de prévention doit être le plus actif. Bonjour, c'est vrai, le décor est un petit peu austère, mais pour présenter une émission sur les risques naturels, il convient tout à fait. Car ce canal Patata-Durand représente finalement assez bien à la fois notre désir de protection, mais aussi nos limites face à des phénomènes naturels particulièrement intenses. Il y a 20 ans que la Réunion n'a pas connu l'un de ces grands cyclones qui marquent la mémoire collective. 20 années au cours desquelles nous avons bâti des milliers de logements et développé des réseaux de plus en plus complexes. Et contrairement aux apparences, cela nous rend peut-être plus vulnérables. D'autant plus vulnérables que nous finissons par négliger ou même oublier la réalité du risque. En février 90, à Sainte-Marie, la petite ravine Bardot entre en crue à la suite de fortes pluies. Très vite, tôles et troncs d'arbres s'accumulent à l'entrée d'une buse d'évacuation et forment un barrage. Des cases sont englouties. Heureusement que les enfants n'étaient pas avec nous. Mais si les enfants étaient avec nous, on a 5 enfants là-dedans. Mais si c'était avec nous, on n'aurait pas pu sauver. Hein. Pour les riverains, les dégâts sont considérables. ça. Ça aussi, non? En revoyant ces images, Madame Amouni se souvient. L'eau a commencé à monter à 8h30, à recouvrir toute la maison. Et puis, nous, on a essayé de sauver, c'est tout. On s'est sauvé par la fenêtre. En sortant par là, on s'est sauvé par la fenêtre pour éviter le malheur. Et puis, quand on est arrivé là-haut, la maison était déjà couverte. Et puis, il restait que les lanternes de télévision dehors, c'est tout. Certains voisins, traumatisés, ont préféré être relogés. Madame Amouni n'a pas voulu partir. Après l'inondation, on m'a proposé d'aller dans un immeuble. Comme j'ai mon terrain, ma maison, je ne peux pas sortir aller dans un immeuble. Et ça, si on aurait dit qu'on pouvait me donner un terrain avec une maison, j'aurais pu accepter. Depuis, le lit de la ravine a été surcreusé et le remblai du chemin de fer qui barrait son cours a été remplacé par le pont de la Nationale. Pour les habitants du quartier, la menace semble lointaine. Mais maintenant, c'est terminé, on ne pense plus. Hein. Mais comme nous habitons toujours là, nous pensons vraiment peut-être un jour que l'eau peut repasser ou pas. On craint toujours, mais on vit ensemble. On n'est pas plus en danger que ceux qui sont dans la rivière. Hein. Parce que nous, ce n'est pas une vraie ravine. Ça coule une fois l'année, peut-être, peut-être pas. Hein. Comme ça fait depuis 10 ans, là. On n'a pas d'eau, là. On finit par oublier? Oui, on a déjà un peu oublié. À la colline, petit quartier niché dans le fond de la rivière Saint-Denis, en plus de la ravine, il y a le rempart qui surplombe presque toutes les cases. Ben ouais, c'est ce gars-là. 3h30 du matin. Boum! Tremblade et tout. Regarde en l'air, vous voyez, c'est pas... Voilà. Que le seul. Le bon Dieu, il veille toujours ses enfants. Hein. Il crase jamais personne. Toujours tomber, jamais crase personne. Elle crase la maison en bas, mais il n'y a pas eu de mort. Malgré cette alerte, il n'a pas été question de partir. Nous l'a resté. Même s'il avait le danger, il avait la rivière, il avait le cap des tapes, des tombes, nous la reste même.
nous a fait nous une idée dans la tête, ben, nous avons une liberté, n'y paye rien, nous préférons rester là. Et ce lieu-là, c'est un lieu, je veux dire, c'est unique. C'est le seul endroit de Saint-Denis où ça nous gagne encore. Dit, mais ça va dans mon parc volaille, mais ça tient volaille, là, la famille vient. Il y a un cosson là, la fin bien gras, là, nous sommes mangés, nous là, la famille vient. Vous comprenez? Si nous, à où mettre à nous dans l'immeuble, nous n'avons jamais vécu dans l'immeuble. Les affaires, c'est que nous ne gagnera pas, nous habiter soin nos animaux, nous habiter à la vie nature, comme dit Banawa, routes. C'est un bon quartier, tout le monde s'entend. C'est bien de vivre ici. Mais quand il arrive période de cyclone, on est un peu stressé, disons 4 semaines, pas plus. Mais les caps, ils tombent plutôt par là-bas, mais non, c'est rare par là. Mais c'est plutôt de l'autre côté, mais on n'a pas peur. Quand ça tombe, ça nous fait sursauter, c'est normal, mais sinon ça, non, on n'a pas peur. Mais sauf s'il y a le pont, oui. S'il y a le pont, oui, mais sinon ça, non. Et d'être pris quand ça coule, c'est pas un problème? Non, ben non, il y a toujours un passage. Il y a là, on passe là, on monte, il y a la belle pierre en haut. On emmène nos enfants, on monte par les montagnes. Un monde, il va sortir là-bas, il va arriver là, il va avoir on dit, car on dit, ah, jamais m'habiter là. Mais nous, on a toujours été là. Ça nous disons au bruit, comme dit Manas, au bruit, les coupés étaient là. Il n'a pas fait rien. Danser à haut, de l'eau à haut, galer à haut, nous les là, nous. Nous les là, pourquoi? C'est pas parce que nous aimons le danser, mais c'est que nous la fait vivre avec. Vous comprenez? Et bien pour nous, pourquoi nous ça sortir là, où ça nous les zen, me dirais, pour aller payer mon appart dans mon immeuble, pour être comme mes volailles dans le caseau. Vous comprenez ce que ça me veut dire? Mais le train là-dedans, c'est que, pour demander tout le monde ça couvert, ici en l'air, personne n'a envie de sortir là. Et pour nous, c'est pas un endroit à risque. Danger d'un côté, style de vie de l'autre, les gens de la colline ont clairement fait leur choix et affichent une belle sérénité. Trop belle peut-être, car ces dernières années ont été plutôt calmes côté mauvais temps. Et il ne faudrait pas que la vigilance cède le pas devant l'oubli. À l'échelle des temps géologiques, la Réunion est une île toute jeune, ce qui explique que le travail de l'érosion y soit particulièrement actif. Les rivières creusent leur lit à toute vitesse et évacuent chaque année des volumes considérables de galets. Les remparts sont grignotés et les mouvements de terrain permanents. Dans les cirques, ces phénomènes atteignent une intensité qui ébahit les géologues. Alors question, de tels phénomènes sont-ils compatibles avec une activité humaine ? En 50 ans, la route qui monte à Elbourg a changé 3 fois d'itinéraire. Dans les années 40, elle faisait encore un grand détour. Là, tout le bout de la mare, là-bas, ça te retourne, monter droit ici. Après, ça tourne là, ça tourne dans le fond rond-point, là. Dans le fond, il y avait un affaire, après, tu retournes dans le grand tournant là-bas. C'est le grand, un passe s'appelle le grand tournant, kilomètre 23. Après, tu remontes là, il venait à déboucher au rond-point. Après avoir quitté Salazie village, la route d'aujourd'hui franchit la rivière sur le pont de la Savane, monte en lacet jusqu'au village de Marapouldo et continue de grimper jusqu'à Elbourg, et même il est à Vidotte. La vieille route passait bien plus loin, et c'est en franchissant le rempart qu'elle était la plus fragile. Mais c'est là qu'il y a fesse. Ah bon, là, on pointe, là, voilà, à peu près ces affaires, là, ces affaissements, là, comme ça, là. Ça baisse. Alors tous les ans, il fallait, on casse des ballons, et des maçons, ils relèvent le gras. Dans les années 50, cet itinéraire fut abandonné pour un tracé plus direct, mais qui ne résista pas au cyclone Hyacinthe. Tous les moyens des services de l'équipement, mais aussi du SMA, ont été mis en œuvre. Et en tout cas, dès le vendredi 1er février, l'accès à Sillaos était redevenu possible sur une voie provisoire, tandis que, pour de longs jours, Elbourg allait demeurer tributaire des hélicoptères. Refaite une 3e fois, la route, celle que nous connaissons aujourd'hui, continue de bouger. Il suffit d'aller à Elbourg pour s'en rendre compte, et si l'on descend de voiture, alors les preuves de ce glissement sautent aux yeux.
Et ces déformations s'observent au niveau du caniveau et on voit que l'alignement a été complètement perturbé. Il faut savoir que cette route a été reconstruite en 1980 et depuis 20 ans, on assiste à un déplacement de plusieurs mètres, voire une dizaine de mètres. Ce qui est énorme, et c'est des chiffres qu'on n'attendait pas, mais qu'on confirme chaque année puisqu'on mesure un déplacement de l'ordre de 50 cm pour ce secteur. Et si on extrapole ça sur un siècle, ça ferait 50 mètres. Bon, ben là, je peux lancer ma mesure. Les satellites sont OK. C'est parti pour un quart d'heure. Ces chiffres, fournis par une campagne de mesures satellites, ont permis de localiser les zones de glissement les plus actives et de comprendre mieux ce qui se passe. Chaque année, la rivière du Mas creuse son lit et s'enfonce au pied du plateau de Marapuldo. Privé d'appui, celui-ci se déplace en bloc vers la rivière. Ce plan de glissement au pied d'Elbourg se voit très bien dans le paysage. Alors là, nous sommes sur le glissement lui-même et je dirais nous sommes au pied du plateau d'Elbourg. Alors ce point de vue est intéressant parce que ça nous permet de voir la cicatrice donc, qui entoure le glissement. Donc c'est un petit rempart qui fait une centaine de mètres de hauteur. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que ce rempart est actif. Ça veut dire que l'ensemble du plateau ou du compartiment où nous sommes s'est affaissé. Donc il s'affaisse d'une part et en même temps, il se déplace vers la rivière du Mas qui le grignote à son pied. Alors peut-on continuer d'occuper des zones aussi mouvantes? Sous certaines réserves, oui. Ici, on a un témoin, c'est cette route qui a été récemment construite, qui est en béton, donc qui est cassante. Nous ne voyons aucune déformation. Donc ce que l'on peut observer, c'est que les déformations vont se concentrer sur les bordures du glissement, soit latéralement, comme nous avons vu tout à l'heure quand nous avons franchi le pont de Savane, soit au pied du rempart. Mais dès lors que nous sommes sur le glissement, nous sommes comme sur un bateau, c'est-à-dire que ça ne se déforme pas. Donc, ce qui veut dire, sous certaines conditions, on peut très bien vivre et occuper ces espaces. Sous certaines conditions, voilà qui est clair, car il n'est pas question de négliger des mouvements d'une telle ampleur. Il faudra donc continuer d'accumuler les informations pour connaître plus finement les mouvements de terrain. Il faudra absolument éviter d'occuper les zones les plus actives et concevoir tous les aménagements en fonction de ces glissements. À commencer par la route, pour laquelle un 4e itinéraire est prévu, afin qu'elle ne traverse que les zones les plus stables. Nous sommes maintenant le long de la ravine Charpentier à Sainte-Marie qui vient de faire l'objet d'un endiguement nouvelle génération. Vous verrez pourquoi dans ces reportages. D'un côté, une ceinture littorale qui se construit de plus en plus. De l'autre, des ravines qui, jusqu'à preuve du contraire, descendent toujours jusqu'à la mer. Résultat, en cas de forte pluie ou de cyclone, les crues font peser un risque grandissant sur les zones urbaines. Il faut donc se protéger et là, les approches sont différentes. Quand l'urbanisation s'est accélérée dans les années 70, la question s'est vite posée. Comment se protéger contre la violence des crues? La réponse de l'époque fut d'envoyer les ravines dans des canaux bétonnés. L'objectif, c'est d'évacuer le plus rapidement possible des gros débits et c'est affiché à l'époque de créer des zones pour l'urbanisation dans une île en plein développement. À Saint-Denis, par exemple, les ravines Patate à Durand et Butor, qui divaguaient sur presque 1 km de large, furent ainsi domestiquées à la fin des années 70. Malheureusement, ces ouvrages ont leurs limites, en particulier s'il survient une crue exceptionnelle ou un accident imprévu. Tout le monde se rappelle ces images extraordinaires, filmées pendant Hyacinthe ou plus près de nous, l'inondation provoquée par le blocage du canal du Butor. On s'est aperçu que c'était quand même hydrauliquement, pas très fiable, hein. Sans parler des conséquences au niveau de l'environnement. Le fond de la ravine bétonnée ne permet absolument pas à la rivière, même si c'est une ravine sèche, en tout cas au milieu naturel, de se reconstituer. Et puis, au niveau paysage, c'est très difficile à intégrer, même en milieu urbain. Au milieu des années 90, les drames de Vaison-la-Romaine et de Nîmes ont conduit l'État à adopter une position assez radicale. Plus question d'essayer de contenir les crues entre deux murs et d'aménager derrière. Le lit principal des rivières sera aménagé de façon plus respectueuse des paysages et surtout, chaque fois que c'est possible, on réservera à la rivière un espace où elle pourra s'étaler en cas de fort débit. Là, on s'imposera de ne construire que des équipements légers présentant peu de risques. Pas de logements, pas de bâtiments industriels ou commerciaux. Pour les communes qui courent après le moindre mètre carré de terrain,
c'est une contrainte bien difficile à accepter. La commune doit avoir une obligation qui est un petit peu contradictoire. D'une part, protéger les terres agricoles et les zones naturelles, et d'autre part, densifier les zones habitées. Or, pour densifier les zones habitées à La Réunion, il faut protéger la population et libérer les terrains en ville. Ça veut dire en clair, faire des endiguements qui permettent de réaliser cet objectif. Donc le maire est pris entre toutes ces contradictions. Les communes ont des difficultés à réaliser. À Saint-Benoît, la question se pose en ce moment même à propos de la rivière des Marsouins, juste avant son débouché sur la mer. En rive gauche, le centre-ville avec ses commerces, son hôpital et ses écoles doit être absolument protégé. Une digue puissante sera installée. Sur l'autre rive, il reste encore pas mal de place. Des espaces verts, des terrains de sport, mais rien de plus pour le moment. Là, deux conceptions s'opposent. Soit on endigue au niveau de la berge, et donc tout cet espace-là devient hors d'eau, en tout cas pour la crue centenale. Et c'est vrai que là, la commune peut envisager une urbanisation qui peut être intéressante dans le cadre du fonctionnement du centre-ville. Mais par contre, aucune sécurité pour un débit supérieur à la crue centenale. Donc soit, comme nous le souhaitons maintenant, on laisse cette zone qui est un espace de respiration pour la rivière. Face à l'énorme demande dont elles sont l'objet en matière de logement, les communes n'ont guère le choix. Si les communes doivent investir des sommes importantes, et vous avez vu l'importance des travaux à réaliser, ça doit pouvoir avoir un objectif de rentabilité sociale et économique sur la commune. C'est-à-dire apporter des logements là où le plan d'occupation des sols et le schéma d'aménagement régional et le SCOT permettent à la commune d'intervenir pour construire ces logements sociaux. C'est-à-dire récupérer les terrains dans les zones habitées. Conscient de la pression foncière qui s'exerce à La Réunion, l'État semble ouvert à ce que des constructions nouvelles soient possibles derrière les endiguements, mais à certaines conditions. Il faudra entre autres mesures que des procédures de vigilance particulières soient mises en place, que les constructions soient conçues pour faciliter l'évacuation de l'eau en cas d'inondation et que l'occupation des rez-de-chaussée soit limitée. Autrement dit, il faudra maintenir une véritable culture du risque qui rende possible les aménagements sans mettre en péril les vies humaines. Il existe un phénomène qui ne menace directement ni les vies, ni les biens, qui ne frappe pas l'imagination, mais qui pourtant coûte cher et dont l'enjeu à long terme est énorme. L'érosion agricole, puisque c'est de cela qu'il s'agit, rend les agriculteurs de plus en plus dépendants, en les privant de la fertilité naturelle de leurs terres. Certains d'entre eux ont décidé d'enrayer ce processus de dégradation de leurs parcelles. Il arrive que dans les champs, l'érosion soit spectaculaire. Mais le plus souvent, c'est un phénomène invisible, insidieux et toujours irréversible. Car un sol, ce n'est pas inépuisable. On voit bien le haut du sol, l'aspect est foncé. Il y a beaucoup de racines, de petites racines. Donc c'est là qu'est la fertilité du sol. Plus on descend dans le sol, plus on voit que les racines disparaissent au fur et à mesure. Et plus la couleur change, elle devient beaucoup plus claire. Donc tout l'effet de l'érosion, c'est de supprimer la couche superficielle du sol qui est la plus fertile et la plus intéressante. Donc pour les plantes, mais aussi pour l'agriculteur. Voilà, l'enjeu est là. Bien sûr, tous les champs n'ont pas la même sensibilité à l'érosion. Une culture de canne sur les terres plates du littoral ne craint pas grand-chose. Mais dès que la pente s'accentue, et surtout si le travail du sol est agressif, alors le risque devient énorme. Pluie après pluie, l'eau fait son travail. Par hectare, ce sont des centaines de tonnes de terre qui peuvent s'en aller comme ça, chez le voisin du dessous, sur les routes ou au fond de la mer. Si rien n'est fait, les parcelles décapées deviennent stériles. Il y a un enjeu sur la fertilité des sols, c'est-à-dire comment garder un terrain qui va pouvoir produire et garantir un revenu pour l'agriculteur. Il y a aussi un enjeu foncier parce que si on laisse éroder un terrain, donc ça veut dire qu'on va le quitter ou on va essayer d'en trouver un autre et donc on va sur une fuite en avant à essayer
de courir après des terrains disponibles, alors qu'il vaudrait mieux le gérer au mieux possible pour l'avenir. Sous la pression des contraintes immédiates, les agriculteurs ont longtemps considéré l'érosion comme un problème lointain, presque abstrait. Aujourd'hui, les choses changent. C'est comme un camionneur, hein. Si le gars a un camion et puis il est tout le temps à plein régime, au bout de 6 mois, il bousille son camion, c'est aussi son revenu et l'avenir de sa famille qu'il faut en l'air. Les agriculteurs, c'est pareil. Si on fout en l'air notre potentiel foncier en faisant n'importe quoi au niveau de la fertilisation, en faisant n'importe quoi au niveau des traitements, et en ne limitant pas du mieux possible l'érosion, on fout en l'air notre garde-manger en fait. Et ce n'est pas du tout l'objectif. Marceau est installé depuis peu sur les terrains de l'antenne 4. Dès le départ, en dessinant les parcelles, on a essayé de limiter les risques du ruissellement, sans entraver le travail des exploitants. Mais il est possible d'aller plus loin. Là, on a une petite parcelle de 300-400 mètres carrés qui est pentue et qui est surélevée par rapport au chemin. Ce que j'ai fait comme aménagement, très simplement, avec 2 utilités, c'est j'ai mis du fourrage, de la canne fourragère, qui va servir pour lutter contre l'érosion et qui va servir d'alimentation pour le bétail. Ensuite, on a, en contrebas du chemin, on a une barrière anti-érosive, toujours faite en canne fourragère, mais ça, c'est une variété de canne fourragère extrêmement puissante et qui pousse vite. Et en contrebas, on a une parcelle où, avant la saison des pluies, je n'ai pas pu mettre en production, donc je vais laisser en friche jusqu'à ce que la période de pluie soit passée. Ou éventuellement, je vais mettre de la citrouille dessus, sans toucher au sol. On ne va pas passer le tracteur, chavirer tout, etc., ameublir le sol pour que l'eau ait une emprise importante dessus. On va laisser comme c'est et on va planter sur la friche. Autre exemple dans les hauts de 3 bassins. Au géranium est associée l'image traditionnelle du planteur courbé sur sa gratte. Beaucoup de terrains n'ont pas résisté à ces pratiques de culture et ont été décapés jusqu'au tuf. Aujourd'hui, les planteurs travaillent autrement. Ici, on est dans un champ de géranium. Ça paraît bizarre, on voit à peine parce qu'on voit plus le paillage que le géranium. Parce que là, le géranium, ils viennent de planter, on voit à peine. Un matelas de paille de canne est apporté entre les pieds de géranium. Pour les planteurs, le premier avantage est économique. Une fois le paillage est mis, on est tranquille pendant au moins 1 an. On vient juste derrière pour couper. C'est un gain de temps pour nous. On n'a pas de désherbage à faire, on fait l'économie au niveau de désherbage, on a moins de dépenses. Quand je vois le champ comme ça, il fait plaisir parce que quand on voit déjà il n'y a pas d'air dedans, on est juste à récolter. Maintenant on récolte, on distille et puis on va vendre l'essence. Ça fait plaisir quand on voit déjà le terrain propre, comme ça. C'est pour ça, en faisant le paillage, ça nous permet de faire autre chose. Si on a des animaux à occuper, on peut occuper. C'est l'avantage. Bon, cette technique avec le paillage, il permet de lutter efficacement contre l'érosion. Et en même temps, le bois qui diminue ses temps de travaux, lui est plus libre, son rendement il augmente, lui est gagnant. Donc lui sent pas, il devient même plus une contrainte, il devient une facilité. Cette technique est actuellement en cours d'essai sur d'autres cultures, comme la tomate. Pour les agriculteurs, elle correspond à une nouvelle attitude. Le sol n'est pas seulement un support, il a une vie propre qu'il faut protéger. Et jusqu'à présent aussi, il est un peu normal peut-être. Tout ça que nous voyons, c'est sur le sol. Ça qui pousse, c'est le rendement. Mais l'agriculteur, il ne prend pas son sol toujours comme un capital que lui va transmettre. Et nous voyons bien que dans les hauts, avec l'érosion, il transmet un capital appauvri. Et là, la technique que nous pratiquons, nous va faire augmenter le capital sol. C'est qu'en fait, quand on va transmettre un patrimoine, c'est un patrimoine enrichi au lieu d'appauvri. Ces techniques de couverture sont encore peu répandues et les agriculteurs engagés dans des cultures intensives les regardent avec une certaine méfiance. Mais dans une île où le moindre hectare est convoité pour de multiples usages, il serait aberrant de ne rien faire pour empêcher les bons sols de partir à la mer. A noter que ces particules de terre qui sont arrachées sur les pentes finissent par se retrouver aussi dans le lagon, ce qui n'arrange rien pour la faune corallienne. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Une fois de plus, nous n'avons pas pu faire le tour complet de la question. Nous n'avons rien dit, par exemple, de ces zones inondables qui ne sont pas directement menacées par une ravine. Il y en a. Ce sera pour une prochaine fois.
En attendant, merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir.